Bonjour à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui nous abordons ces défis, la justice congolaise. Nous allons en parler, nous allons en discuter avec notre invité. Vous savez qu'il y a un proverbe ou un verset biblique qui dit « La justice élève une nation ». Est-ce que la justice congolaise élève la nation congolaise? Pourquoi autant d'antivaleurs dans les secteurs de la justice? Comment faire face à tout ce qu'il y a comme défi dans ces secteurs? La corruption, la concussion et consorts. Nous allons en discuter avec notre invité qui est déjà sur ce plateau, Monsieur Bonaventure Lokodi Ochudi. Il est au cadre au parti Puna. C'est avec lui que nous allons discuter sur ce plateau. Bonjour Monsieur Bonaventure Lokodi. Bonjour Monsieur Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. Est-ce que vous pouvez bien vous présenter auprès de nos téléspectateurs? Merci beaucoup pour la parole. Je réponds au nom de Bonaventure Lokodi Ochudi. Je suis observateur, effectivement, et analyste. Ce n'est pas la première fois que je me présente dans des émissions pour parler de ce pays. Et particulièrement, je suis cadre politique de Puna, le parti de l'unité nationale, parti cher. Le Puna existe encore? Oui, oui, le Puna existe. C'est le parti de l'unité nationale qui était créé de 1959 à 60 par Papa Bolikango. Vous connaissez, c'est un des pionniers au même titre que Lumumba et les autres qui étaient en train de militer pour l'indépendance de ce pays. Oui. Alors... mais c'est depuis 1960 oui. qu'on parle Puna, mais parmi les grands partis, on ne parle pas Puna. Hein? On ne connaît pas. Ouais. Peut-être vous les anciens, vous connaissez, mais les jeunes générations ne connaissent pas les partis Puna et que ce parti existe. Merci, M. Gustave. Normalement, c'est parmi les raisons, n'est-ce pas, que nous sommes aussi là-bas. Nous sommes décidés, parce que c'est un grand parti. Vous savez que ce parti, après la mort de Papa Bolikango, le blason a été redoré. C'était en quelle année, là? Après sa mort. Après la mort, c'est en quelle année? La mort de Bolikango. La mort de Bolikango. Bon, on va y revenir. Mais je vous dis qu'après sa mort, la personne qui a redoré le blason, vous comprenez? Ouais, qui a ressuscité. Qui a ressuscité le parti. Ouais. C'est son Excellence Élisée Bokumwana Maposo. Ah, ok. Oui. Ah, ok. L'actuel vice-ministre de budget. Ah, je vois. Oui. Quand vous êtes sur Kassavoubla, oui. les sièges étaient de... Oui, le siège c'est au niveau de Sendwe maintenant. Ah, vous avez quitté de l'autre côté. Oui, c'est au niveau de Sendwe, en diagonale du siège de PPRD là. Ok. Oui, c'est là que nous sommes. Et puis non seulement ça, c'est un parti, beaucoup moins, c'est un homme politique. Vous savez qu'il a été à maintes reprises député national, et puis à partir du gouvernement Sama Lukonde, il est devenu vice-ministre de budget jusqu'à ce jour. Donc c'est quelqu'un qui a quand même ressuscité le parti Puna après le décès du pionnier. Alors les partis Puna, bon, je sais pas, ce n'est pas notre sujet. C'est pas notre sujet. Mais parce que vous avez parlé du Puna qui fait l'histoire de la République, ouais.
Vous avez quels idéaux là? Quels sont vos idéaux? Merci. Papa Gustave, vous savez que c'est un parti qui est né, ou qui a été fondé, au moment des sécessions. Vous savez que c'est à un moment donné, avant l'indépendance, il y avait des problèmes de sécession. Les autres qui disent, nous sommes par exemple des Chabiens, il faut une république à part. Les autres qui disent ceci, cela. Et papa Bolikango qui dira non. Il voulait faire son équateur. Voilà, et ouais, il voulait faire son équateur. Mais malgré ça, ouais, il s'était ressaisi. Ah, okay. Il a dit non, on fait le parti de l'unité nationale, où il n'y a pas de problème de tribus, il n'y a pas de problème de sécession. Tout le monde peut y adhérer. Lui au moins, il a eu un sursaut national. Vous voyez? Parti de l'unité nationale. Mais bon, quand nous voyons celui qui l'a ressuscité, il est de l'Équateur. Alors, on peut comprendre que c'est aussi une affaire de... C'est comme l'UDPS qui est proche des Kassaïens. C'est vrai, un parti national, mais... Proche de... Alors, si vous voyez, oui, Iferi, c'est proche de... Alors, on peut comprendre aussi que Puna, c'est beaucoup plus proche de l'Équateur. Merci. Mais je ne pense pas. Parce que personnellement, moi qui suis devant vous, je ne suis pas de l'Équateur. Vous voyez? Je suis Kassaïen. Le code dit, ce n'est pas Équateur, ça? Non, je suis Kassaïen, je suis Tétéla. Ah, ok. Oui. Et je viens ici me présenter au nom de Puna, au nom même, dire de son excellence. Vous voyez? J'ai bénéficié de sa couverture. Et je ne suis pas équatorien, je suis kassaïen. Ah, ok. Et ça confirme que c'est un parti de l'unité nationale où on n'a pas besoin seulement des Équatoriens. Ah, oui. Donc Élisée Bokoumane fait partie de l'opposition qui est annexée au gouvernement. Depuis toujours. Ouais. Élisée Bokoumane, du temps de Papa Tshisekedi. Ouais. Vous voyez? Il a été avec lui. Et c'est quelqu'un qui est fidèle à ses engagements. Même quand il y a eu des tractations pour qu'on puisse le prendre de cette opposition et le mettre dans des gouvernements passés, hein, il a toujours résisté. Il n'a jamais accepté. Il était toujours fidèle à Papa Tshisekedi. Après le décès de Papa Tshisekedi, jusque comme vous savez l'histoire, nous sommes avec le président Félix Tshisekedi et il est fidèle à ses engagements. Et loyal. Il ne trahit pas. Il ne trahit pas, il ne trahit jamais. Et il ne trahira pas. Il ne trahira pas, parce que s'il fallait trahir, fallait trahir peut-être au moment où il était dans le chômage. Fallait trahir peut-être au moment où... Hein, mais lui n'a jamais chômé, il était non, le chômage, député national. National. Il a été dans l'UDPS. L'homme fort de Bongandanga. Il a été dans l'UDPS aux côtés de Papa Tshisekedi avant d'être même député. Avant même d'être député. Il était tout court. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il puisse quitter et aller ressusciter Puna? Non. Vous savez qu'il est coordonnateur de FPAI, Force politique alliée à l'UDPS. Vous comprenez? Ce n'est pas que il est intégralement de l'UDPS. Nous sommes une force alliée à l'UDPS. Vous comprenez? Il n'y avait pas de raison, par exemple, pour enterrer le parti Puna, n'est-ce pas, qui est d'ailleurs un des partis le plus ancien parmi tant d'autres. D'accord. Ouais. Bon, revenons à notre sujet. Ça, on peut considérer ça comme un biscuit pour que les gens puissent vous situer, hein? Oui. Qu'ils comprennent qui est la personne qui est ici, qui est là, qui parle. Alors, observateur de la scène politique, comment vous appréhendez l'administration de la justice congolaise?
Bon, regardons un peu en arrière. Vous savez que dernièrement, le chef de l'État lui-même a dit que la justice congolaise était malade. Et je vous dis franchement qu'il avait la raison de le dire. Parce que moi-même... Il a raison, bien il avait raison. Il avait raison, justement. Maintenant, il avait raison de le dire en son temps. Hein? À ce temps-là précis. Maintenant, je pense que les choses ont évolué. Vous savez que moi-même, j'ai été victime de cette injustice dans la justice. Comment ça? Comment? Au moment où moi j'étais syndicaliste, parce que ça fait 7 ans presque que je suis dans Puna. Moi j'étais syndicaliste à l'ONATRA, le contrat a été résilié. Vous savez que les syndicalistes, généralement, on n'aime pas de nous, surtout quand vous voulez dire la vérité. Le contrat a été résilié. J'ai réclamé mes droits. Nous sommes allés au tribunal de travail de Gombe, où j'ai gagné le procès contre l'ONATRA. Mais, quand bien même le verdict était rendu, ils n'ont jamais réussi à envoyer ce verdict à l'ONATRA. Et c'est depuis quand? Ça fait presque 15 ans. Je vous le dis. Et qu'est-ce qui a empêché? Qu'est-ce qui a empêché? Mais c'est la concussion. Il faut donner ça. Vous devez nous donner ça. Tandis que quelqu'un qui a fait autant d'années, il n'est pas payé. Vous comprenez? Quand vous lui demandez même un $100, c'est trop d'argent pour lui. C'est trop. Et concussion, tout ça, hein, au niveau de greffe, ça ne marche pas jusqu'à aujourd'hui. Quand bien même, je suis en train de réclamer, j'écris toujours. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai même écrit dernièrement au chef de l'État, en tant que garant de la nation, pour qu'il puisse s'approprier lui-même du dossier. C'est-à-dire que la justice, réellement, elle est malade. Elle était malade. Elle est malade. Bon, elle était... En dépit des états généraux organisés sous Mutamba, la justice reste encore malade. C'est ça. Bon, je pense que les choses sont en train d'évoluer. Ça ne peut pas changer directement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est quand on va peut-être répondre à votre plainte que vous... Que je dirais la justice? Voilà, que vous allez au moins confirmer que la justice est maintenant guérie. Non, ce n'est pas pour ça. Ça, ce n'est qu'un cas particulier. Vous comprenez? Pour illustrer que la justice est effectivement malade. Voilà. Et vous êtes d'accord? Au moment où je parle avec vous, moi je peux vous dire que la situation est en train de s'améliorer. Qu'est-ce que vous fait dire ça? Qu'est-ce qui me fait dire ça? Parce que... Le comportement, les attributions. Parlons par exemple des attributions. Lorsque je vois les attributions du ministre de la Justice, n'est-ce pas, qui doit veiller au respect de l'état de droit, par exemple. Je veux recourir un peu en arrière du temps du ministre Moutam. Vous savez qu'il a eu un système. Il donnait son numéro de téléphone à quiconque est lésé. Et il trouvait également des solutions pour même des cas particuliers. Et il n'a pas trouvé solution pour ton cas. Pour mon cas, je ne lui ai pas écrit. Je n'ai même pas fait un message. Vous n'êtes même pas intéressé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis intéressé parce que j'étais en train d'écrire à la hiérarchie de l'ONATRA, j'étais en train d'écrire à la hiérarchie de la CNCS pour mes cotisations. J'étais en train d'écrire au PCA de l'ONATRA, voire même à la présidence de la République. Et confiant, parce que Mutamba, quoique ministre de la Justice en son temps, n'était pas au-dessus du chef de l'État. Moi, je me suis dit, comme c'est parti jusqu'à chez le chef de l'État va résoudre mon problème. Et je crois encore, jusqu'à ce moment-ci, que ça sera résolu. Parce que le président est au four et au moulin.
avec tous les défis. Et les problèmes, c'est lesquels, votre problème? Le licenciement abusif ou... C'était le licenciement abusif. Et aucun droit contractuel n'a été payé. J'étais engagé à Matadi. Eux-mêmes m'ont muté jusqu'à Kinshasa. Ouais. Mais arrivé à Kinshasa, le contrat est résilié. Ils n'ont pas payé les indemnités de voyage retour à la localité d'engagement. Ils n'ont pas non plus payé les décomptes. Ils n'ont pas, et par conséquent, je n'ai même pas droit à mes cotisations au niveau de la CNSS. Parce que, vous savez, la prédation, monsieur le journaliste, surtout que j'ai commis le péché d'avoir dit la vérité à ce temps-là. Et c'était quelle vérité-là? Mais parce qu'il y avait une grève qui était déclenchée à l'ONATRA. On ne comprenait même pas, on dit l'ADG a vendu l'ONATRA. Vous comprenez? Et lorsqu'on a dit ça, l'ADG qui dit non, la délégation syndicale doit aller à Matadi, là où la grève est déjà devenue très rude. Parmi les délégués qui étaient choisis, j'y étais là. On arrive à Matadi parce que j'étais engagé à Matadi, connu de tout le monde. Okay. On m'a dit, bon, monsieur Lokodi, comme toi tu es venu dans la délégation, c'est que c'est sûr que tu vas nous dire la vérité. J'ai dit, ok. Je n'ai même pas eu le temps d'aller voir le département. C'est justement au rez-de-chaussée qu'on s'est accaparé de moi. Dites-nous la vérité. Et c'est vendu. Donc c'était quoi? Comme un complot ou comment? Ce n'était pas un complot. Les grévistes ont ils ont pris en otage. Ils m'ont pris en otage. Vous devez nous dire la vérité. Nous dire la vérité. Il ne si faut on même a pas vendu, on a travaillé ou pas. J'ai dit très bien. J'ai été autant d'années avec vous ici. Je ne vous ai jamais menti. S'il y a quelqu'un qui vous dit qu'on a vendu l'ONATRA, la vente d'une grande société comme l'ONATRA ne se fait pas verbalement. Ouais. Il faut des écrits. Il faut qu'il y ait des écrits. Est-ce qu'ils vous ont manifesté, ils vous ont donné des écrits qui vous ont confirmé que réellement l'ADG Oumba a vendu l'ONATRA? Non, aucun document. J'ai dit voilà. C'est que vous vous êtes comporté en petit garçon. On ne vous montre aucun document et vous vous mettez simplement en grève. Oh non, c'est parce qu'également ça fait 2 mois que nous sommes impayés. Oui, il faut dissocier les choses. La réclamation de la paye, c'est différent de ces grands mensonges, de cette calomnie contre l'ADG Oumba. Revenu de là c'est là où les Romains s'empoignèrent. Et là, à vous suivre, vous défendiez l'ADG Oumba? Je ne défendais pas l'ADG Oumba. Ouais. Je disais la vérité parce que si c'est vrai qu'il avait vendu, l'ONATRA ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était une calomnie. Et alors, comment on vous a pris? Oui, mais parce que c'est moi qui suis allé défendre. Et là, vous étiez président de la délégation syndicale. J'étais simplement... un syndicaliste. Syndicaliste, donc délégué syndical des services généraux. Mais comme j'ai été engagé à Matadi, j'ai fait plus ou moins 10 ans à Matadi, connu de tout le monde matadien, le bureau national s'est servi de moi pour convaincre la base qui me connaît et qui connaît mon honnêteté. Okay. Et c'est tout ce qui m'a valu tout ce que c'est passé. Et jusqu'à aujourd'hui, votre dossier reste pendant devant la justice. Pendant dans la justice et pendant au niveau de la présidence de la République. Oui. Donc, vous attendez la suite. J'attends la suite. Et vous êtes confiant? Je suis confiant. Parce que quand je vois comment le chef de l'État se bat pour l'État de droit lui-même, je sais que peut-être que mon dossier ne lui est pas encore arrivé. Mais vous savez, l'administration, je suis encore prêt à réécrire pour le rappel, de sorte que je vois la conclusion qui va découler. Voilà. Le secteur est miné par la corruption, la concussion, vous l'avez dit, la prise à partie, et des procès interminables, les dénis de justice. Pourquoi la RDC est-elle parvenue jusqu'à ce niveau-là?
je vais vous dire une chose, mon frère. Les gens doivent savoir réclamer. Vous voyez? Moi, je reviens un tout petit peu là-dessus. Lorsque on avait dit que le procès, le CODI contre l'ONATRA, vous voyez, est déjà pris en délibéré. C'est-à-dire que j'attendais simplement dans 2 semaines, 3 semaines tout au plus tard, pour que ça soit tranché. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai constaté que déjà ça faisait 1 mois, 2 mois, il n'y avait pas de... le jugement n'était pas rendu. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit officiellement au président de juridiction de Gombe, du tribunal, pour lui dire que la loi est violée. Et j'ai mis en cause le président de la chambre. C'était numéro 6, chambre 7 à ce moment. J'ai écrit dans 48 heures. Le président de juridiction m'a écrit. Et on m'a appelé même au téléphone. Je me suis dit, bon, est-ce qu'on va aller m'arrêter parce que j'ai dénoncé? J'arrive là-bas, on me remet ma correspondance et on me dit, tu dois voir le président des juridictions. Je suis entré, il me dit, c'est toi le CODI. Je dis, c'est moi le CODI. C'est toi qui m'as écrit, n'est-ce pas? Je dis, c'est moi. Je t'ai répondu, on t'a donné la correspondance? J'ai dit oui, j'ai lu et j'ai compris que vous m'avez donné raison. Je dis, ok, je me charge moi-même du dossier. Dans les 48 heures, vous aurez déjà la réponse. J'ai dit merci. C'est ce que je veux dire là-bas. Lorsque il y a la concussion, ou il y a la corruption, mais il faut aussi résister. Voici par exemple mon exemple. J'ai résisté, j'ai écrit et j'ai eu ne fût-ce que la réponse. Donc vous avez revendiqué. J'ai revendiqué. La plupart de nos frères congolais ne revendiquent pas. Quand on lui dit ça, c'est fini, il part. Et il commence à chanter à la cité, la justice, elle est corrompue, la justice, et là il y a la concussion, tout va bien. Mais est-ce que vous avez réclamé? Il faut réclamer. Moi je pense que... Et quand on réclame qu'on vous amène dans des procès interminables, mais il y a des dispositions. C'est comme ce que vous dites, votre procès est interminable. Oui, il y a des... Il y a combien d'années? C'est presque 15 ans maintenant. Et ça n'a pas changé. Oui, mais nous continuons la lutte. Donc vous donnez raison, chef de l'État. La justice est malade. Est toujours malade. Bon, elle est malade, mais nous espérons toujours qu'avec l'implication du chef de l'État en tant que magistrat suprême, ce pays va changer. Nous espérons encore. Nous espérons encore. Parce que même le ministre de Justice du moment, quand moi je vois le ministre, par exemple, à Genève. Avant d'arriver, de parler de l'action du ministre actuel, si elle peut donner confiance, qui pointait du doigt lorsqu'on trouve que notre justice a perdu ses lettres de noblesse. Notre justice n'est pas à même de satisfaire la plupart des Congolais. Il y a des grincements de dents, il y a des inquiétudes qui abondent. Hein, vous savez, la justice, si vous faites le tour des cours et tribunaux, vous trouverez que c'est plein chaque jour et partout au pays. Il y a ça. Et qui a fait que la justice puisse descendre ou puisse ne pas donner satisfaction aux justiciables? Merci pour cette question. Monsieur Gustave, je pense que les responsabilités sont partagées. Entre? Maintenant, il n'y a pas moyen de pointer du doigt un seul individu. Ils sont partagés entre qui? Je vais le dire. Allez-y. J'en arrive. Ouais. Hein? Dire que c'est Gustave, dire que c'est le CODI, vous voyez? Non. Nous avons des problèmes sérieux. Par exemple, avec nos avocats. Vous savez,
Un avocat peut tirer aussi le procès à longueur, indéterminée. Moi, j'ai connu un avocat qui m'a fui. Mais comment vous sautez directement? Je sais que parmi les acteurs du secteur, l'avocat est dedans. Mais oui. vous sautez, ce n'est pas l'avocat qui administre la justice. Je dis, l'avocat n'administre pas. Ouais. Vous voyez? Mais ce sont aussi des gens qui contribuent, vous comprenez? Ouais. Pour la lenteur administrative là. Un procès qui peut se terminer peut-être dans 2 semaines, vous pouvez constater qu'il y a des reports sur reports. Vous êtes vous-même conscient de ce que je dis. Des reports sur reports. Les avocats peuvent venir aujourd'hui, ils disent on échange les documents. Demain, ils viennent dire non, ce n'est pas suffisant, il faut encore repousser. Ouais. Et après, au moment de plaider, il y a un avocat de l'autre partie qui n'est pas venu, il faut renvoyer. Bon, un procès qui peut se terminer peut-être même dans 2 semaines simplement. Ça prend 6 mois. Ça prend 6 mois, 1 année. Et là, avec des reports. Avec des reports. Et vous pensez que ces reports-là sont motivés ou ce sont des reports fallacieux? Bon, motivés ou fallacieux, vous voyez, mais ça ne respecte pas les délais requis, par exemple, pour qu'un procès puisse avoir lieu. Vous voyez? C'est pourquoi je vous dis que, par exemple, par rapport à des procès interminables. Et là, vous ne voulez pas pointer. Je ne veux pas pointer directement, par exemple, les juges. Vous voyez? Je ne veux pas, par exemple, pointer directement le juge président. Vous avez pointé les avocats. Moi, je pointe les avocats. Pourquoi? Mais je viens de vous le dire. Mais ce n'est pas, on reporte, ce n'est pas beaucoup plus l'avocat qui sollicite les reports à tout moment. Mais parce qu'il n'a pas le pouvoir, lui intervient comme défenseur. Il intervient comme défenseur. Ouais. Mais moi, je viens de vous dire une chose. Lorsque les défenseurs disent, nous sollicitons le report. Vous comprenez? Pour telle ou telle cause. Est-ce que le juge va dire non? Il va dire, ok, je vous donne 1 semaine, je vous donne 2 semaines pour arranger vos différends, par exemple. Vous voyez? Et à part ça, moi je pense qu'il se pose aussi un problème. Le nombre des magistrats, le nombre de juges par rapport au nombre de procès. Vous voyez? C'est chaque jour qu'il y a des procès, vous savez. Chaque jour. Mais est-ce que le nombre de procès... Vous pensez que le nombre est trop grand? Le nombre de procès est trop grand par rapport au nombre de juges ou magistrats qui doivent statuer. Voilà. Okay. C'est un problème. C'est un problème aussi. C'est ce que moi je pense. À peine on venait d'engager 2 millions, plutôt 2500 nouveaux magistrats. Par rapport à la grandeur de la République, ça ne répond toujours pas. 2500 et bientôt on va ajouter les 2500 autres pour que ça soit 5000 magistrats. C'est pourquoi je vous ai dit, Gustave, que je pense que la situation est en train de s'améliorer. Parce qu'avant qu'on engage le 2 millions et le 2000 quelques là, ils étaient combien? Un nombre purement minime par rapport au procès. Moi je me rappelle un jour, un juge m'a dit, on était en train de vous dire, mais j'ai beaucoup de procès. À telle enseigne que je ne m'en sors pas pour respecter le rendez-vous. Les rendez-vous. Vous voyez? C'est-à-dire un seul homme pour peut-être 50 procès. Vraiment. Donc, je pense que la situation pourra s'améliorer avec la nomination des autres qui vont s'ajouter. Donc vous épinglez tout ce que nous avons dénoncé ici sur la, nous avons parlé de la corruption, la concussion, la prise à partie, les procès interminables, les dénis de justice. Vous ne pensez pas qu'il s'agit que c'est un problème d'hommes qui ne voient que leurs intérêts et non les intérêts de la grande masse, l'intérêt de la population? Oui,
Mais, c'est ce que je vous ai dit tout au départ, le mal est qu'on ne dénonce même pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sort, par exemple, du bureau, hein, pour dire, le juge m'a demandé autant, vous comprenez, pour trancher mon affaire? Est-ce qu'ils dénoncent? Ils ne dénoncent pas. Ils n'écrivent pas. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai dit que c'est un problème aussi de notre part, la population. Je vous ai donné mon exemple quand moi j'ai eu à dénoncer par écrit. Alors, peut-être que la population a peur de dénoncer pour subir ce que vous subissez aujourd'hui. Et à cette population qui a peur de dénoncer, qu'est-ce que vous lui dites? Je leur dis il faut dénoncer pour aider le chef de l'État à rétablir l'état de droit dans ce pays. Il faut dénoncer. Moi j'ai dénoncé, ça fait 15 ans jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai, on ne me paye pas, parce que moi je suis déjà mort. Je ne suis pas encore mort. Je continue à revendiquer. Hein? Si je meurs aujourd'hui, peut-être on va m'appeler martyr de la dénonciation. Mais en tout cas, je pense que les responsabilités sont partagées. Il y a de l'autre côté, tel que je viens de vous dire, les avocats qui ne font pas correctement leur travail. Parce que moi, je me rappelle, il y a un avocat qui d'ailleurs m'a fui un jour parce qu'il n'a pas eu son transport. Et depuis ce jour-là, il a quitté. Le jour où je gagnais le procès contre l'ONATRA, j'étais seul contre les avocats de l'ONATRA. Seul. Vous n'avez pas eu je n'ai pas été assisté. Pourquoi? Mais parce que je n'ai pas eu le transport à donner aux avocats. Mais il y a des avocats qui souvent, il y a d'autres qui interviennent pour dans les cas où il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Mais dans le cas qui est mien, j'avais déjà des avocats qui venaient et qui retournaient avec moi. Mais ce jour-là, comme je n'avais pas de transport, les avocats sont partis. Je vois d'autres déjà assumer de grandes fonctions ici dans la ville. Et vous êtes resté seul contre les dans les suivis. Seul devant le juge, la dernière audience. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez gagné les procès. J'ai gagné le procès. Ça signifie que vous avez gagné les avocats de l'autre partie. Oui. Publiquement, et tous les avocats qui étaient dans la salle ont hué et ils ont crié contre leurs amis et leurs collègues de l'autre côté. Alors, Mutamba est venu avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de courage, beaucoup d'engagement pour pouvoir rétablir la justice. Comment vous appréhendez l'action Mutamba? L'action Mutamba, en dehors des cas isolés, privés, qui le concernent individuellement comme individu, comme ministre, nous gardons le souvenir de Mutamba dans ce pays. Vous savez, par exemple, dernièrement, pas même dernièrement, autant d'années écoulées, vous savez que nous avions nous avons jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a encore des étincelles, le grand problème de Koulouna. N'eût été les actions de Mutamba, je ne sais pas là où on allait arriver. Parce que moi-même, j'ai été victime. Au moment où on menait la campagne pour les élections qui viennent de passer, parce que j'étais aussi candidat, retenu par Puna, aux environs de 19 heures. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte à 19 heures, les Koulouna peut-être instrumentalisés qui m'arrachent le téléphone. Quand j'étais sur la moto, on me tape et directement le téléphone tombe et il s'enfuit. Mais depuis que Mutamba s'est investi, même pour faire la guerre à ces fameux messieurs, je pense que la ville respire quand même. Même s'il y a encore des poches de résistance. Mais il a travaillé. Il a travaillé, vous lui comptez très bien, c'est ça? Il a travaillé vis-à-vis de la population. Vous pouvez nous donner quelques actions de Mutamba?
Qui, bon, parce Parce on parle Mutamba, un bon journaliste, plutôt un bon ministre, courageux. Alors, vous retenez quelles deux, trois actions de Mutamba? Mutamba a été très très proche de la population. C'est-à-dire, il était prêt à défendre tout ce qui pouvait nuire au peuple. Je sais, il y a par exemple Papa Mukamba Kadiata Nzembo. Ouais. Je n'ai pas été directement avec lui comme ça. Qui a récupéré sa parcelle. Voilà. Avec l'implication de qui? Avec l'implication du ministre Constant Mutamba. Et c'est après combien d'années? Ça dit qu'il a eu quand même à soulager, vous comprenez, les cœurs des uns et des autres. Pour soulager, il a soufflé sur la plaie, mais il n'a pas terminé la plaie, il n'a pas guéri la plaie. On peut dire comme ça? Vous m'avez posé la question de savoir quelques réalisations. Mais vous n'avez parlé que de la récupération de la parcelle de Mukamba. Je vous ai parlé également de la situation Kuluna, ouais, qui s'est quand même... la violence de Kuluna a été réduite. Si vous savez ce qui s'est passé avec son implication. Avec son implication, l'opération Ndobo et l'opération... ok, zéro Kuluna. Pour l'instant, ouais, ça nous arrive même de retourner à la maison à 23 h. Alors, Mutamba lui-même face à la justice, comment vous avez appréhendé ce procès jusqu'à sa condamnation? Oui, c'est un dossier de justice. Même si je suis analyste, je dois vous dire que la justice a suivi toutes ces étapes jusqu'au niveau où ils sont arrivés à la condamnation de Mutamba. Bon. Qui a tort, qui a raison, la justice ou Mutamba? Quitte à Mutamba de revendiquer, n'est-ce pas, même sur le plan international, si c'est qu'il n'a pas tort. Voilà. Alors, venons-en à Ngefa. Guillaume Ngefa Tondoko, qui occupe le fauteuil du ministère de la Justice et Garde des Sceaux. Ouais. Vous le connaissez personnellement? Est-ce que c'est un bon? Comment vous jugez son action? Déjà, il est en 2 mois, à peu près. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Nos ancêtres nous recommandaient de reconnaître les fleuves importants par leurs affluents. Ça, c'est un adage de chez nous. Les fleuves importants par leurs affluents. Okay. C'est comme ça qu'on reconnaît les fleuves importants. Ouais. C'est-à-dire que les premières manifestations, vous comprenez, hein, c'est ce que nous retenons pour dire, bon, voyons voir ce qui va arriver. C'est pas pour rien qu'on donne au gouvernement les 100 jours. Vous voyez? C'est pour voir, est-ce que tel ministre ou tel ministre il est capable, il n'est pas capable. Avec 100 jours, qu'est-ce qu'il a posé comme acte? Voilà. Avec M. Guillaume Ngefa, tout ce que moi je peux retenir est que d'emblée, j'ai compris qu'il a le souci de la République. Parce que je l'ai entendu. Vous avez compris. Pardon? Vous avez compris. J'ai compris à partir de ses actes. Déjà, il a posé des actes? Oui. Est-ce que vous savez que dernièrement, il était à Genève, où il est allé dénoncer les génocosts? Il a dénoncé. Il a dénoncé. Il a dit que le Rwanda est à la base, vous comprenez, du génocide à la partie orientale du Congo. Il a dénoncé. Quand bien même l'ambassadrice du Rwanda était en train de respecter pour dire que non, le Rwanda n'était pas concerné, mais il a tapé fort pour dire que c'est le Rwanda, n'est-ce pas, qui est à la base du génocide silencieux. De là également, il a
Et il est allé aux côtés du chef de l'État à l'Assemblée des Nations Unies, dernièrement, pas même 2 jours passés. Donc, il est à New York avec les à New York avec le chef de l'État. C'était également pour pointer du doigt et parler également tout haut du génocide silencieux perpétré par les Rwandais dans le sol congolais. C'est déjà un signal fort pour moi. Je vois qu'il est en train de militer déjà pour la République. C'est-à-dire qu'il répond à ses attributions. Parce que lorsque on sait qu'on doit travailler, par exemple, pour défendre l'intégrité territoriale, par exemple, pour défendre l'état de droit, et quand vous voyez quelqu'un déjà se lancer, il ne dort pas dans son bureau, c'est pour dire qu'on peut attendre quelque chose de bon de sa part. Ne fût-ce que ça. Ne fût-ce que ça. Vous pensez qu'avec tout ce qu'il y a comme problème dans le secteur de la justice, il vient, attention, Guillaume Ngefa va faire face. Et puis les grands problèmes, si nous prenons, bon, je ne fais pas la comparaison, Mutamba a eu le courage d'exiger que l'on prenne une mesure contre Kabila au niveau du Sénat. Mutamba a aussi fait condamner Nanga. Et Mutamba a pris le courage de pouvoir empêcher les gens qui voulaient le corrompre. Autant de faits, il a restitué les parcelles. Est-ce que ce courage-là, on peut le retrouver chez Ngefa? Je ne suis pas, je suis pas son porte-parole. Et puis, je ne connais pas Guillaume Ngefa en aparté. Je l'ai connu juste quand il a été nommé ministre de... Il était le président de la ZADO. Oui, je sais. Et avec beaucoup de dénonciations, il a été obligé de faire l'exil. Oui. Ouais. Alors je pense qu'avec ça, il y a lieu de lui faire confiance. Et jusque-là, on ne peut même pas jauger son poids politique ou bien... c'est qui fera de bon, les actions de bon ou de mal. Parce qu'il était encore en train de faire un état des lieux de son secteur. De son secteur. Ouais. Et jusque-là, il n'a même pas encore fait 100 jours. Mais qu'est-ce qui vous fait dire déjà que parce qu'il a parlé à Genève, parce qu'il a parlé à Genève, parce qu'il a accompagné les chefs de l'État. Vous ne voulez pas que je termine? Vous allez terminer. Il venait de faire libérer, d'obtenir la libération de... La libération conditionnelle de Jacques Ndala. Voilà, de Jacques Ndala. Ouais. Ça signifie, vous voyez, qu'il s'intéresse même à des cas particuliers. Vous voyez ce qui m'intéresse. Jacques Ndala, c'est un cas individuel. Mais il a réussi à le sortir de la prison pour des soins médicaux. Vous savez qu'il y en a d'autres que nous connaissons ici, qui étaient ministres de la Justice et qui n'ont jamais voulu assez que même les prisonniers malades soient libérés pour être soignés. Vous savez, on n'a pas besoin de citer tout ce qui s'est passé dans le temps effectivement passé. Oui. Donc, comme il n'a même pas encore fait un mot, nous lui donnons seulement la chance. Ouais. Voilà. Et nous allons observer ce qu'il va faire pour cette République. Mais, dans les émissions prochaines, peut-être nous allons entrer en profondeur pour décortiquer ce qu'il aura fait. Ah, donc... nous allons revenir. Il est de votre parti? Il n'est pas de mon parti. Mais comment vous parlez déjà de lui comme ça alors qu'ils sont nombreux dans le gouvernement souminois? Il n'est pas de mon parti. Mais vous savez que c'est la justice qui élève une nation. Tous nous avons les yeux braqués sur la justice, vous savez. Parce que nous sommes victimes de beaucoup d'injustices. Vous voyez? C'est pourquoi la justice m'intéresse. La justice m'intéresse particulièrement. Voilà.
La justice vous intéresse. Alors, dernièrement, les ministres de la Justice, lors du briefing avec les ministres de la Communication et Médias, il a dit quelque chose d'important. Il a dit qu'il va faire en sorte que les entreprises minières qui ne obéissent pas à leur cahier de charges, qui ne payent pas les impôts dus à l'État et qui ne considèrent pas les communautés locales puissent le faire, ou il sera vraiment très regardant dans ce secteur. Comment, quelle chance vous lui donnez dans ces secteurs-là, parce que c'est aussi un secteur glissant, un secteur très, très sensible. Oui, vous savez, partout dans ce monde, même s'il y a une entreprise minière qui s'installe, il faut reconnaître le droit des autochtones. Ce qui ne s'est fait presque pas, vous comprenez, chez nous au Congo. On peut venir à Mwanda pour dire non, c'est une entreprise, on veut faire ça, mais les autochtones en pâtissent davantage. Moi, je lui donne... Comme le cas avec l'exploitation du pétrole. Voilà. Où beaucoup de dégâts, et l'entreprise ne respecte pas leur cahier de charges. Ils ne donnent absolument rien aux autochtones. Vous comprenez? Alors pour moi, je lui souhaite simplement une bonne chance. Et je lui demande seulement de prendre beaucoup de courage pour braver ces injustices-là. Vous pensez qu'il va réussir son objectif? Je pense il va atteindre son objectif. Je pense qu'il va réussir. Parce que vous voyez, comme vous le savez, c'est quelqu'un qui a beaucoup parlé, qui a beaucoup dénoncé dans cette République. Maintenant qu'il est là, moi je pense que le temps lui est déjà donné pour qu'il puisse agir. Parce que maintenant il ne va plus faire des démarches, c'est au contraire qui est celui qui a la signature. Alors, Monsieur Bonaventure Lokodi, on a fini. Oui, merci. Est-ce que vous avez dernière précision que vous voulez donner à propos de tout ce que nous venons de dire, que ce soit pour Puna et que ce soit pour la justice? Est-ce que Puna travaille aussi pour que la justice puisse élever notre nation? Oui. Merci. Je sais que nous sommes déjà au bout. Puna est en train de travailler pour que la justice puisse élever une nation. Dans la mesure où, en tant que parti politique, en quête effectivement de pouvoir, Puna a réussi à avoir 4 députés nationaux, justement au Parlement. Et plus ou moins également, là je n'ai pas de pression parce qu'il y en a qui sont aussi à l'intérieur. Les députés provinciaux sont également à plus ou moins 4 à 5. Vous avez un sénateur, vous avez un ministre, donc vous êtes un grand parti. Justement, c'est un grand parti. C'est-à-dire que nous militons aux côtés, effectivement, du chef de l'État pour le rétablissement d'un État de droit, pour la justice correcte dans ce pays. Puna est en train de contribuer. Vous voyez? Et vous promettez de ne pas trahir le chef de l'État? Nous n'allons pas trahir parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Monsieur Bokoumouana a été sollicité du temps de gouvernement Badibanga, tout ça, pour qu'il puisse décrocher. Mais il ne l'a jamais fait. D'accord. La dernière question. Que faire pour avoir une justice qui élève une nation, selon vous? Pour avoir une justice qui élève une nation, il y a beaucoup de paramètres. Parce que lorsqu'il y a la concussion, la corruption et tout ce que nous décrions, il faut aussi voir de l'autre côté. Est-ce que ces gens-là... De quel côté? Je vous le dis. Ouais. Il faut voir de l'autre côté. Est-ce que les avantages dus, contractuels, dus à ces agents de l'État-là, magistrats et consorts, est-ce qu'ils répondent à leurs conditions? Est-ce qu'ils sont payés convenablement? Vous voyez?
Parce qu'également, parmi les causes de la corruption, vous savez vous-même, hein, c'est l'impayement, peut-être... les magistrats ne sont pas bien payés, leurs conditions de travail, leurs conditions de vie. Leurs conditions de travail. Ouais, les primes de risque, primes de brousse. Hein, voilà. Est-ce qu'ils sont vraiment bien rémunérés? Donc, de l'autre côté, il faut que l'État regarde ce côté-là. Et de l'autre côté également, hein, nous pensons qu'il y aura une bonne justice parce que non seulement on n'a pas encore bien payé, que vous devez voler ou vous devez tripoter, il faut que l'État aussi soit très regardant. D'accord, du côté des magistrats. Vous dites des magistrats. D'accord. Il faut savoir également sévir. D'accord. On a fini pour aujourd'hui. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, qui met terme à cette émission, à ce numéro d'aujourd'hui sur la justice. Merci à M. Bonaventure Lokodi Ochudi, qui est analyste politique. Merci à toute l'équipe technique. Merci à la réalisation. La suite au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.